Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où? On va essayer de comprendre les raisons de la déferlante diplomatique en faveur du continent africain qui s'est abattue depuis la semaine dernière. Il faut savoir que de grandes personnalités ont foulé le sol du continent africain. Notamment, on avait le ministre chinois des Affaires étrangères qui était dernièrement en Afrique. Il a visité 5 pays dont le nôtre, l'Éthiopie, l'Angola, le Bénin et l'Égypte, avec le Gabon. C'était du 9 au 16 janvier dernier. Et dans la foulée, on a déjà la secrétaire d'État au Trésor, donc l'équivalent de la ministre des Finances américaine, Janet Yellen, qui a, depuis mercredi dernier, le 18, entamé aussi une longue tournée quand même de 11 jours, qui la conduira cette fois-ci dans 3 pays, à savoir le Sénégal, la Zambie et l'Afrique du Sud. Alors, il faut bien comprendre que cette tournée se fait évidemment sur fond de rivalité avec la Chine, parce que depuis, on peut dire, depuis 2016, en réalité, depuis le passage de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Américains ont décidé de muscler un peu leur rapport avec la Chine, d'abord sur le plan intérieur, en prenant un certain nombre de lois qui restreignent, si tu veux, l'accès aux investissements chinois sur le sol américain. Les Américains aussi combattent la Chine sur le plan technologique. On l'a vu avec Huawei et notamment le réseau 5G. Et bien entendu, il y a aussi un certain nombre d'autres domaines, cette fois-ci politiques, notamment les relations avec les pays du continent africain. Alors, donc, il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, en réalité, depuis le début des années 2000, la Chine est devenue le premier investisseur du continent africain, le premier créancier aussi du continent africain, parce qu'elle a eu une percée très intelligente sur le continent, notamment en accordant des prêts à des taux très préférentiels, très avantageux. Et ces prêts-là étaient assortis d'un certain nombre de clauses qui permettaient aux pays qui n'avaient pas la capacité de rembourser cette dette-là avec du numéraire, avec de l'argent, de pouvoir convertir cette dette-là, soit principalement en ressources naturelles, donc en matières premières. Et donc, c'est ainsi que la Chine a pu déployer des énormes financements. On parle plus de 700 milliards de dollars qui ont déjà été dépensés par l'Empire du Milieu sur le continent africain. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, la Chine est devenue incontournable dans le continent africain. Vous prenez n'importe quel pays, il y a de très très fortes chances que les Chinois aient déjà des investissements, aient déjà, si tu veux, des passages dans ces pays-là, au point même d'avoir détrôné des pays occidentaux qui ont des rapports dits historiques avec ces pays-là, parce que nous partageons leur même langue, nous avons été colonisés par eux, nous avons une histoire commune, nous avons une même culture. Et donc, ce qui fait que nous avons en partie une même culture. Et donc, ce qui fait que cette proximité, en fait, sur laquelle les Européens s'appuient dans leur relation avec l'Afrique, a été balayée de manière extrêmement rapide avec la Chine. Quand on voit aujourd'hui les rapports entre les pays africains et la Chine, et lorsqu'on les compare avec ceux des Occidentaux, on a plutôt l'impression que les relations historiques, elles sont plutôt du côté de la Chine. Parce que il y a une forme de... si tu veux, de relation vraiment pas d'organisation, c'est-à-dire il y a une stratégie très intelligente de la part des Chinois qui consistait, à dire déjà aux pays africains ce dont ils avaient besoin et ensuite ils leur donnaient le moyen de le réaliser. La deuxième chose, c'est de ne pas assortir cette aide-là d'un quelconque préalable lié à des questions de valeurs, démocratie, bonne gouvernance, droits de l'homme, etc. Et puis la troisième chose, c'est de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de ces États-là. Donc cette stratégie en ces 3 points-là
a fait que rapidement, tous les pays se sont détournés des pays occidentaux. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux, ce sont eux qui ont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et donc, si à chaque fois, le Fonds monétaire et la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale viennent dans un pays et disent, bon, écoutez, moi, je regarde ton pays là, c'est mal géré, bon, tu vas le gérer comme ça, comme ça, comme ça. Et puis moi, je veux que en matière de gouvernance, voici comment tu dois fonctionner. Pour les droits de l'homme, c'est ça, je veux la démocratie, je veux ceci. Si tu ne veux pas, je ne te donne pas l'argent dont tu as besoin. Et donc, tu vois qu'il y a une forme d'assujettissement, en fait, des pays, une forme d'assujettissement, pour ne pas dire une forme de néocolonialisme de la part de ces institutions de Bretton Woods, qui sont des institutions occidentales. Et donc, ce qui a fait que, petit à petit, les Africains ont été beaucoup plus réceptifs au discours des Chinois qu'à celui des Africains. Conclusion, la Chine est devenue le principal partenaire des pays africains. Et l'Afrique est la principale zone où regorgent des matières premières dont ont besoin notamment les puissances industrielles, dont les Européens, les Américains. Et donc, dans le même temps, on assiste également, non seulement à un recul de l'influence occidentale, mais surtout à une dégradation des relations avec les Occidentaux. On le voit notamment avec le cas des anciennes colonies françaises. On l'a appris depuis 2 jours, le Burkina Faso aurait demandé le départ des troupes françaises de son sol. C'est un secret de polichinelle. On sait que le ministre burkinabé des Affaires étrangères avait écrit à son homologue française, Catherine Colonna, pour dénoncer les accords du 18 décembre passé avec la France concernant le statut des troupes françaises, des troupes militaires françaises au Mali. Il faut savoir que à peu près 400 militaires membres des forces spéciales françaises séjournent au Burkina Faso dans le cadre de l'opération Sabre. Et il faut bien le dire, sur le terrain, il n'y a véritablement pas de coordination entre les forces armées burkinabées et les forces militaires françaises. Les forces armées, ces deux entités-là semblent fonctionner de manière totalement autonome, sans aucun cloisonnement, sans aucune communication entre elles. Et donc, résultat des sauces, ça exacerbe les relations, non seulement de ces soldats-là avec leurs homologues sur le terrain, mais ça exacerbe aussi les relations entre les autorités burkinabées et les autorités françaises. Et donc, ce qui a fait que sur le terrain également, il y a une très mauvaise perception des populations burkinabées sur le rôle de ces militaires français-là. Et donc, on a vu des tensions aussi qui ont été aggravées par les propos tenus par l'ambassadeur français au Burkina, dont les autorités burkinabées demandent le départ, parce qu'il semblerait que ce dernier avait tenu des propos, des propos qui mettait en cause, si tu veux, l'intégrité des forces des militaires burkinabés dans le cadre de présumés massacres de populations civiles, et donc dans leur incapacité à pouvoir gérer la situation sécuritaire du pays. Et donc tout ça avait fortement mécontenté les populations, et cela avait également, comme je le dis, fortement dégradé les relations de ces forces militaires françaises avec les populations et avec leurs homologues burkinabés. Donc on est dans un climat de défiance aussi qu'il ne faut pas l'oublier, vient aussi à la suite du départ déjà des troupes françaises du Mali et de Centrafrique, c'était l'année dernière. Et donc, un départ potentiel encore de la France du Burkina Faso serait un mauvais coup, serait un coup dur porté contre l'Élysée, d'autant plus que les Burkinabés ont décidé que pour ces questions-là, ces questions sécuritaires, il est hors de question de se limiter qu'à un seul partenaire, à savoir le partenaire français, puisqu'ils ne sont pas satisfaits des résultats. Les attaques djihadistes continuent de se multiplier sur le terrain. La situation sécuritaire, notamment à la frontière avec le Niger et le Mali, ne cesse de se dégrader, alors que ces troupes françaises étaient censées venir stabiliser, voire faire reculer la menace djihadiste dans cette zone-là. Et donc, ils considèrent que les Français ne sont pas à la hauteur des espérances suscitées. Et donc, ils ont donc décidé de multiplier les partenariats et donc se tourner naturellement vers le partenaire russe. Or, la France, pour les mêmes raisons qu'au Mali, affirme qu'elle refuse de travailler avec la Russie parce qu'elle estime que les troupes russes, en réalité, ne sont pas les troupes de l'armée régulière, seront les troupes du groupe Wagner, qui est un groupe de mercenaires russes. Et donc, pour eux, il est hors de question de travailler avec ces mercenaires-là. Et donc,
il y a fort à parier qu'une arrivée des Russes au Burkina Faso entraînerait de facto le départ définitif de la France parce qu'au nom des valeurs, démocratie, etc., on ne se bat pas à côté de mercenaires, même si en 2004, il faut savoir que Blackwater, la plus grande entreprise de mercenaires au monde, elle n'est pas russe, elle est américaine. Et Blackwater, on connaît le rôle qu'ils ont joué durant la guerre en Irak, on connaît le rôle qu'ils ont même joué en Syrie, parce qu'on sait que les Français, les Occidentaux, les Français, les Anglais et autres, ont combattu aux côtés de supplétifs américains, donc membres de Blackwater, notamment en Syrie. Et donc, c'est encore une fois de plus du deux poids, deux mesures. Le mercenaire américain, il est nettement mieux que le mercenaire russe, alors que le mercenaire, c'est le mercenaire, c'est un commerçant, c'est un marchand de mort, et ben il se vend. C'est un soldat qui se vend au plus offrant. Et donc, à mon sens, d'un point de vue éthique, il n'y a pas de différenciation possible entre un mercenaire américain et un mercenaire russe. Bref, mais évidemment, s'il est avéré que les troupes françaises, parce que Emmanuel Macron, à qui on avait posé la question hier au cours d'une conférence de presse, a dit attendre des clarifications. Clarification, ça veut dire une saisine par voie officielle, donc voie diplomatique. Et donc, il attend cette clarification. Mais il est clair que cette clarification pourrait arriver très très vite et on pourrait assister déjà au départ des troupes françaises. Et il semblerait même que les troupes françaises commenceraient à envisager un départ du Burkina Faso. Est-ce que cette fois-ci, ces troupes-là iraient rejoindre le reste du contingent, environ 3 000 hommes, 3 000 ou 4 000 hommes, qui seraient déjà au Niger, puisque le Niger est devenu la principale, le quartier général des troupes françaises dans la région sahélienne? Est-ce qu'ils iront là-bas? Ça, on n'en sait rien. Mais donc, tu vois que c'est dans ce contexte-là, à la fois de recul de l'influence occidentale, un recul de l'influence française au Sahel, un recul véritablement une dégradation de manière générale des relations entre les pays africains et les pays occidentaux. Et la guerre en Ukraine a profondément mis en évidence cet éloignement, je pourrais dire éloignement en termes de pensée, parce qu'avant, les pays africains systématiquement s'alignaient sur les positions occidentales. Or, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, cette fois-ci, les Africains ont décidé de prendre leur indépendance sur un plan, je voulais dire, diplomatique, parce qu'ils ne s'alignent plus sur les questions ils ne s'alignent plus systématiquement sur les Occidentaux parce qu'on regarde nos intérêts. Les pays africains commercent avec la Russie. Les pays africains ont des relations historiques avec la Russie. Je l'avais expliqué ici. Beaucoup de pays ont acquis leur indépendance grâce au soutien de la Russie. La Russie est financée durant les années 60 jusqu'à la fin des années 70 les guerres d'indépendance. Et donc, de ce fait-là, elle a gardé une très bonne image auprès de certaines populations qui continuent à garder en elle l'image de ces libérateurs-là, l'image de ces hommes qui ont aidé leur pays à acquérir l'indépendance. Et parfois l'indépendance contre certains pays occidentaux. Donc, tu vois que de ce point de vue-là, et puis il y a les relations économiques. Et on l'a vu avec la crise alimentaire. La Russie, qui est le principal exportateur mondial de céréales, beaucoup de pays africains sont dépendants des céréales russes. Donc, pour toutes ces raisons-là, les pays africains ne se sont plus alignés comme ils le faisaient historiquement sur les positions occidentales. Et donc, c'est pour essayer de reprendre la main en quelque sorte qu'il faut bien comprendre ce voyage de Jeannette Lehene sur le continent africain. Et il semblerait que ce déplacement de la secrétaire d'État au Trésor ne serait pas le premier, que d'autres déplacements seraient en cours de préparation. Il y aurait, et cette annonce a été faite au plus haut lieu, notamment par Joe Biden, qui a donc expliqué qu'en dehors de Janet Yellen, il y aurait évidemment la vice-présidente Kamala Harris qui devrait arriver sur le continent, le secrétaire d'État à la Défense Lloyd Austin, le secrétaire d'État au commerce Gina Raimondo et le secrétaire adjoint au Trésor Wally Ademeyo. Toutes ces personnalités-là qui défileraient sur le continent africain préparaient aussi l'arrivée possible de Joe Biden sur le continent africain. Il faut savoir que ce serait une première, d'abord pour lui en tant que président des États-Unis, et surtout ça romprait avec Donald Trump qui en 4 ans n'a pas mis les pieds sur le continent africain. Il a été en Asie, il a été en Europe, il a été un peu dans le Pacifique, mais il n'a pas mis ses pieds en Afrique. Et donc il est clair, ce ne serait pas étonnant de voir Joe Biden mettre les pieds sur le continent africain pour montrer aussi cette rupture-là avec son prédécesseur. Bref, les Américains
sont de retour en Afrique, mais quand on regarde comparativement aux Chinois, il faut aussi voir que les ambitions ne sont pas les mêmes, puisque on annonce lors du sommet USA-Afrique 55 milliards de dollars d'investissement africain sur 3 ans, mais c'est toujours dans des domaines qui n'intéressent pas en vérité le développement des pays africains. On parle de quoi? On parle de la lutte contre les changements climatiques, une partie pour les infrastructures, mais tout ça aussi est une partie pour aider les institutions à devenir démocratiques. Bref, à mon avis, ce n'est pas assez ambitieux parce que 55 milliards de dollars, c'est loin des 700-800 milliards de dollars que représente l'investissement chinois en Afrique, un investissement qui est là depuis des décennies. Mais bref, il faut quand même encourager les bonnes volontés. Les Américains sont sur le continent africain et on ne va pas cracher sur cette aide. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.